Bien, bonjour. De plus en plus, nous nous rendons compte que le fonctionnement du cerveau, le stockage et la gestion des images sont proches de l'audiovisuel. Et l'audiovisuel est un agent cognitif. Qu'est-ce que le cerveau? Quels sont les éléments qui structurent notre cerveau? La première étape, c'est la perception. En fait, il y a 3 grandes étapes dans la notion de cognition: perception, stockage et réactualisation. Donc pour la perception, l'œil est une partie de notre cerveau qui sort par l'orbite et qui vient capter l'information. En fait, l'œil, c'est vraiment notre cerveau qui se manifeste. C'est pour ça que très souvent, on peut voir à travers un regard certaines attitudes, certains états d'humeur, parce qu'il livre réellement la réalité du cerveau. Alors l'œil, on pourrait se dire, puisque c'est une partie du cerveau, très certainement, c'est extrêmement évolué, puisque le cerveau de l'Homo sapiens est évolué, donc le système visuel du sapiens va suivre les compétences du cerveau. Pas du tout. En fait, nous avons un système visuel assez pauvre. Par comparaison, les oiseaux, eux, voient en quadrithermie. Quand un oiseau perçoit le monde, il peut voir aussi la géothermie. Les systèmes visuels du sapiens, le système visuel n'est pas plus performant. Le paradoxe de la chauve-souris, eh bien, la chauve-souris non seulement n'utilise pas son œil, mais elle a une capacité visuelle beaucoup plus développée que le sapiens. Imaginez une sortie de métro d'un sapiens adaptée à la réalité de sortie d'une grotte de chauve-souris. Et vous allez voir que s'il nous fallait percevoir l'ensemble dans la navigation, ce serait une vraie boucherie. Donc la nature n'a pas donné aux sapiens un système visuel performant. L'odorat, on s'est rendu compte que dès les premiers instants de l'existence, notre cerveau va capter des informations et l'odorat en fait partie. Nous avons vu dans certains hôpitaux, en donnant un chiffon aux nourrissons qui subissaient la rupture avec la maman, un chiffon avec l'odeur de la maman, ça produisait chez eux une certaine quiétude. Donc on peut mesurer que dès les premières structurations de la cognition, nous appréhendons les spécificités des odeurs. L'aspect kinesthésique, j'adore voir un petit nourrisson, quand il remue les bras, il appréhende en fait, en touchant les objets, la profondeur de champ. La kinesthésie, c'est le toucher, c'est notre façon de structurer notre perception du monde autour de cette profondeur du champ et bien sûr la spécificité des objets. L'ouïe, on a pu voir qu'un enfant, dès la période intra-utérine, va percevoir et stocker les informations, la musique, la sonorité de la voix du papa ou de la maman ou du compagnon ou de l'environnement de l'enfant. Et dès la période intra-utérine, la localisation cérébrale concernant la perception de la musique déjà se met en place. La troisième partie, le stockage. Et là, dans la période cybernétique, nous étions complètement enthousiastes. Très bien, le cerveau, c'est comme un ordinateur. Forcément, il doit y avoir un disque dur quelque part. Et si nous pouvions trouver où se trouve le disque dur, formidable, on pourrait stocker la pensée de tel ou tel grand homme de science ou homme de culture. Mais en fait, il n'y a pas d'endroit spécifique dans le cerveau où vont se stocker les informations. C'est l'ensemble du cerveau qui prend des données en fonction de sa spécificité, l'ensemble des zones. Là, je vous perçois, dans mon cerveau, il va y avoir une zone qui va gérer la profondeur de champ, qui va gérer
une autre qui va gérer la forme de votre visage, une autre qui va gérer l'émotion que je perçois à vous regarder. Tout l'ensemble de la cognition ne localise pas les informations dans un endroit précis. C'est toute l'harmonisation de ces localisations qui donne une conscience à notre perception. Alors, le stockage aussi, il y a un article récent sur Science et Avenir qui dit que notre cerveau aurait une capacité de stockage proche de celle du web. C'est pour donner la performance extraordinaire dont nous disposons. Et très souvent, certains de mes collègues pensent que nous sommes encore à la préhistoire de l'humanité. Nous passerons à l'histoire quand nous comprendrons comment cette extraordinaire machine qui, dans notre perception subjective de la vie, nous emprisonne. Et nous avons l'illusion d'être les maîtres, les capitaines du vaisseau, de contrôler nos émotions, d'être maîtres de nos pensées. Et je reviendrai dans la deuxième partie, c'est quelle est la marge de réelle liberté dont nous disposons dans notre vie quotidienne. Le lien avec l'audiovisuel. Nos ancêtres, dans leur perception du monde, voyaient la vie en plan séquence. Ils se levaient le matin, ils ouvraient les yeux, et c'est une continuité, un stockage de plan séquence qu'ils appréhendaient. Quand est arrivé l'audiovisuel, tout d'un coup, la représentation du monde va être morcelée. C'est très connu dans le monde du cinéma. Les premiers récits faisaient que les structures cognitives de nos ancêtres n'étaient pas adaptées à la compréhension, au mouvement. Par exemple, le très célèbre Arrivée en gare de la Ciotat, ou même le film d'Abel Gans qui se nomme Napoléon. Il y a des scènes où il met la caméra sur une balançoire. Eh bien, les premiers spectateurs n'avaient pas la capacité à appréhender ça de façon logique. Et on verra à quel point, en fait, notre cerveau est en mutation et comment, petit à petit, il va non seulement appréhender, s'approprier une certaine capacité de perception, et surtout, il va développer des activités qu'il n'avait pas. Alors la question, comment les réseaux de neurones développent l'émergence de la conscience. Donc, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où suffisamment d'informations se sont stockées, la conscience émerge. Vous avez tous entendu parler du stade du miroir. C'est le moment où nous nous regardons dans le miroir et nous identifions notre identité. Nous sommes nous. Il y a le monde extérieur et on appréhende notre propre existence. On se distancie, on dit « je suis moi, ça c'est ma main ». Et j'ai longuement travaillé auprès d'enfants autistes parce qu'une des hypothèses de l'autisme, c'est d'imaginer qu'ils n'ont pas eu ce stade du miroir et qu'ils sont dans un enfermement et ils ne différencient pas le monde extérieur et leur propre réalité. C'est pour ça que certains enfants autistes peuvent prendre la main d'une autre personne et ne pas différencier leur propre main avec cette autre main. Au niveau de la perception, on s'est rendu compte qu'il peut y avoir une cécité, et c'est ce que l'on étudie en métacognition, c'est de savoir comment le cerveau peut dysfonctionner en fonction des éléments qu'on lui propose. Alors je m'explique, là on va diffuser une séquence qui est très célèbre en psychologie cognitive et qui montre que physiologiquement, le cerveau peut zapper des parties d'une image montrée. Alors, on va diffuser la première. Vous allez fixer le centre du cercle et vous allez voir
que les points extérieurs disparaissent, alors qu'ils sont toujours là. Et en métacognition, donc, on s'interroge, tiens, le cerveau n'a pas forcément une objectivité. Et si je vous interroge et je vous dis, mais est-ce que les points sont vraiment fixes? Vous allez tous dire non, ils disparaissent, alors qu'en réalité, ils sont toujours là. Un autre exemple, c'est de la cécité visuelle, mais c'est plus une perte de capacité d'analyse face à l'observation. Donc, si vous allez regarder une séquence. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Et maintenant, en diffusant le hors-champ, vous allez mesurer à quel point, selon notre attention, on peut perdre un sens critique. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Pratiquement tout est changé, hein. Il ne reste plus rien de la scène initiale. Quand une partie du cerveau est bien mobilisée, eh bien, c'est souvent au détriment d'autres parties, et c'est ce qui peut nous faire vraiment décoder de façon avec un fort dysfonctionnement et ce qu'on appelle une cécité. Il y a un autre exercice très célèbre qu'on a fait avec des étudiants aux États-Unis où ils prennent des joueurs avec un ballon et ils demandent au public de compter le nombre de passes. On compte le nombre de passes et ils font intervenir une personne grimée en gorille qui va passer entre les joueurs et on se rend compte que le cerveau qui est occupé à compter le nombre de passes ne voit absolument pas le gorille qui est énorme, de grosse taille, qui va traverser et qui va même se permettre de faire des coucous sur la scène et sortir. Et ce qui est intéressant en métacognition, c'est justement que l'on commence à ouvrir le capot et on commence à essayer de mesurer mais comment fonctionne cet outil absolument incroyable qu'est le cerveau. Donc je reviens à la notion du stade du miroir et quand j'ai écrit ma thèse, j'étais dans un hôpital de jour et je m'occupais d'enfants autistes et un cas assez douloureux, c'est un petit enfant qui a été retrouvé attaché dans un lit. Donc il a été nourri depuis sa toute petite enfance et il n'avait qu'une personne qui le nourrissait comme une plante, et ce qui fait qu'il n'a pas pu s'identifier, se projeter et construire un stade du miroir. Quand il arrivait à l'hôpital, il était en proie à des crises épouvantables, il se roulait sur le sol, il criait, j'imaginais, on vous prend, on vous projette dans un monde totalement différent. Pour lui, n'ayant pas structuré son rapport au monde dans une logique cohérente, ça a été extrêmement difficile. Donc, à l'hôpital, je travaillais à l'époque sur cette question du stade du miroir et j'utilisais des instruments de musique, dont un qui utilise un miroir, c'est une tôle. Et vous allez voir, là, je suis
Je suis en tout début de thèse. Et vous allez voir cet enfant, comment il réagit et la pratique que j'ai utilisée pour lui redonner une image à travers le son, l'humour et surtout sa propre image. Donc il a les muscles tellement atrophiés qu'il faut que il ne peut pas marcher. Il se tient à peine debout. Donc, au début des séances. Pascal. Pascal. Ça va? Oui, ça va. Ça va, Pascal? Oui. Pascal. Bernard. Bernard, il est là-bas. Oui. Pascal, il est là. Romain, il est derrière Pascal. Oui. Yvette nous a emmenés dans sa voiture. Romain, il est derrière Pascal. Bernard, il est là-bas. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Allez, Pascal, il le fait maintenant. Non, non. Oh. Allez, à Pascal, il fait peur à Romain. Plus fort. On s'est interrogé sur ce qu'est devenu Pascal. Donc, 10 ans après, nous avons réalisé un film pour Arte sur justement la communication des enfants autistes et la communication extraverbale. Et nous avons retrouvé Pascal 10 ans après. Et l'intérêt pour nous était de mesurer est-ce que ces séances, il s'en souvenait encore. 10 ans plus tard, Pomédio le revoit pour la première fois. Pascal, Pascal, Romain. Oh, encore? Oh, qu'est-ce que c'est, Pascal? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Pascal? Oh, mais qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là, Pascal? Oh, c'est chiant. Donc les parents
La famille d'accueil a pu bien le prendre en charge. Il a retrouvé la capacité de marcher. Et surtout, ce qui nous a agréablement surpris, c'est qu'il a conservé en mémoire tous les processus d'identification de sa propre identité autour de son image. Pascal. Romain. Pascal et Romain. Il est... Bon, pas le chien visible, hein. Bon. Pascal, il est là. Romain, il est là. En fait, l'émergence de la conscience, si c'est la diversité des neurones, la quantité des connexions dans le cerveau qui provoque la conscience, ça évoque l'intelligence artificielle. Pourquoi le sapiens construit et met en réseau, comme il le fait, avec des milliards d'investissements de multiples ordinateurs dans le monde, tous ces réseaux, ces tuyaux qui traversent les mers, en laissant des bébés sapiens mourir de faim. Donc notre espèce est capable d'investir énormément sur cette connexion. On peut s'interroger sur est-ce réellement un choix, parce qu'au sein de notre équipe, certains pensent que nous sommes simplement qu'une phase intermédiaire entre la création d'une forme d'intelligence et que c'est dans l'évolution, nous sommes simplement cette étape qui intérieurement a inscrit sa capacité à mettre en réseau des informations dont on n'a pas forcément besoin pour notre survie. Et énormément d'investissements sont mis en place. Je reviendrai sur cette question d'intelligence artificielle. Maintenant, les conséquences que peuvent avoir ces nouvelles technologies. Avant l'apprentissage du langage, maintenant, les nourrissons appréhendent l'image. Et on s'est rendu compte que dans la modélisation de la cognition, plus l'information vient jeune, plus les conséquences vont être spectaculaires. Et il est fort probable que dans les décennies qui arrivent, les enfants qui représenteront le monde seront beaucoup plus différents. Il y aura peut-être plus de différences entre nous et ces enfants que nous et nos ancêtres vivant à l'Antiquité. Parce que la plasticité du cerveau est immense. Nous avons mesuré qui a-t-il d'inné dans ce cerveau. On essaie de trouver, et en fait, il semble que nous ayons hérité d'algorithmes. Des algorithmes, ce sont des process de la pensée dont nous avions besoin pour chasser, pour nous déplacer. Maintenant, la chasse, la réaction au monde telle qu'elle était il y a encore très peu de temps dans l'évolution n'est plus du tout la même. Et que se passe-t-il dans notre cerveau? C'est que ces procédés qu'on appelle les algorithmes, ils vont muter et ils vont s'adapter aux nouveaux besoins. Ce qui fait que des zones cérébrales qui initialement étaient utilisées pour le déplacement, pour une certaine étude de profondeur de champ, pour chasser, eh bien, les nouvelles générations, nous-mêmes, nous en faisons partie. Il a fallu que l'on adapte ça pour les mathématiques. Et c'est une mutation, une adaptation des zones cérébrales qui va s'opérer en fonction de la nouveauté des problèmes que le cerveau va rencontrer. Et nous nous sommes rendus compte que plus l'information arrive jeune, plus l'incidence va être spectaculaire. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le jeune sapiens va introduire et gérer l'image
avant l'apprentissage du langage. On peut voir maintenant des bébés, je l'ai vu, commencer à tour des palettes, parce que l'outil le permet, à glisser avec la main et commencer à gérer une réelle interaction entre l'outil et leur processus de perception de l'information. Le fait qu'il n'y ait pas d'entité définie du cerveau, qu'il n'y ait pas une structure arrêtée, laisse présager une spectaculaire mutation que l'outil permet. Ça aussi, c'est extrêmement troublant. On peut maintenant, grâce au scanner, voir si un enfant a appris à lire. On peut voir dans son cerveau les zones qui ont été nécessaires pour l'apprentissage de la lecture. Et donc, on peut maintenant, en scannant votre cerveau, avoir des informations absolument impensables il y a encore quelques décennies. Alors, il y a les 3 niveaux de plasticité. La plasticité synaptique, ce sont les nouvelles connexions synapses entre les neurones. À chaque fois que nous établissons une expérience, il y a physiologiquement une mise en forme qui se réalise. Si un enfant, et on a pu le mesurer, un enfant qui jouait énormément du violon, énormément, eh bien, on s'est rendu compte de la matière cérébrale qui n'existait pas apparaît. Ce qui veut dire que notre cerveau n'est pas comme un muscle, une entité finie que l'on peut plus ou moins utiliser. C'est une graine, une prémisse qui, selon la spécificité, la quantité d'informations qu'on va lui donner, va prendre telle ou telle tournure physiologique, ce qui ouvre des pistes, des portes absolument incroyables. Imaginons que nos descendants, si le sapiens surmonte on peut dire sa folie meurtrière autour de la déforestation, le réchauffement climatique, l'obscurantisme, tout ce qui nous pend au nez, que devront résoudre les nouvelles générations. Pour moi, ça peut être un espoir, parce qu'il est sûr que si nos descendants doivent affronter les problèmes avec la même structuration cognitive que la nôtre, je crois que ce sera presque insurmontable. Donc, le fait de modéliser un autre rapport, et c'est un peu comme des muscles cérébraux, le fait de développer, grâce à ces nouveaux outils, ces compétences, ça peut être un salut, parce qu'on me demande souvent, les mamans, est-ce que c'est bien de laisser mon enfant trop souvent avec l'outil? Est-ce que ça le coupe du monde? Est-ce que, oui, il y a des conséquences. Moi, je suis obligé maintenant de demander à mes étudiants de rentrer le portable, de même pas l'autoriser sur la table, parce que c'est plus fort qu'eux. Pour eux, c'est comme un cerveau augmenté avec cet outil qui les met en relation permanente avec le monde extérieur. Là, maintenant, je vais évoquer les neurones miroirs. Les neurones miroirs, je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil surtout pour les nourrissons. Qu'est-ce qu'un neurone miroir? C'est quand on perçoit quelqu'un qui fait un geste, quelqu'un qui s'assoit. Eh bien, dans mon cerveau, quand j'observe la personne qui s'assoit, les parties que je devrais utiliser pour m'asseoir moi-même se mettent en activité. Ça, c'est une découverte assez récente qui est prodigieuse pour l'éducation auprès d'enfants autistes, puisque très souvent, ils sont dans un enfermement et le verbe ne semble pas les toucher. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec Howard Buten. C'est un médecin américain qui a écrit « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué ». Il était clown aussi, Buffo, et lui a eu cette intuition que les neurones miroirs pouvaient être un outil prodigieux pour communiquer avec des enfants. Là, je vous diffuse juste une séquence. On le voit avec un enfant qui refusait tout dialogue, mais qui s'exprimait par le geste. Et donc Howard va essayer d'entrer en communication avec lui sur le phénomène
des neurones miroirs. C'est toujours au centre Cochise que nous avons fondé. C'est un centre d'études sur la communication extraverbale. On s'intéresse autant sur la communication en éthologie et on reçoit même, je vous conclurai sur ça, des chamans du Brésil qui évoquent quel mode de communication ils pratiquent. Donc là, on va voir Howard Buten avec un des enfants du centre Cochise. Cette pratique, donc, nous l'avons mise en place avec énormément d'enfants, dont certains qui pratiquaient l'automutilation. C'est la plus épouvantable quand vous voyez un enfant de 3-4 ans déformé parce qu'il pratique l'automutilation et on a peu de moyens de lui faire entendre puisque le verbe ne fait pas partie en apparence de son mode de communication, et de mettre en place ce type de relation neurone-miroir a été pour nous extraordinaire. Donc maintenant, nous allons passer à la physique quantique. Alors déjà, qu'est-ce que la physique quantique? Alors la physique quantique, initialement, toute la physique traditionnelle, il y avait cause-effet. Par exemple, si je dois mesurer cette bouteille et je prends cette bouteille et je dis on va la localiser très précisément, on va pouvoir dire elle est à tel endroit, à telle hauteur, elle a tel poids, elle a telle tessiture, elle a tel... Quand nos outils nous ont permis d'entrer dans l'infiniment petit, là, tout d'un coup, tout s'est bouleversé. C'est-à-dire que cette logique de cause à effet n'a plus du tout fonctionné. Mais quand je dis plus du tout, c'est rien à voir. Je donne quelques exemples. Le premier, si je prends un photon, je me dis, ah, je voudrais savoir ce photon, quel comportement il a. Je vais faire 2 trous. Je vais viser entre les 2 trous et je vais me dire, quelle attitude va-t-il avoir? Va-t-il passer à gauche ou va-t-il passer à droite? Et ce que je vous dis, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité en physique. On tire entre les 2 trous, le photon existe dans les 2 trous en même temps. Comment peut-il exister dans un endroit et un autre endroit? Mystère. C'est une des interrogations de la physique quantique. Deuxième, on essaie, comme je l'ai fait pour la bouteille, de localiser un photon ou une particule élémentaire. On dit très souvent, le monde est fait de vide. Ah oui, c'est bon, c'est abstrait, mais non, c'est pas vide. Je tape sur ma jambe elle est là, ma main est là. Mais en physique quantique, quand on a réussi à entrer dans les atomes, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur d'un atome, c'est le vide. Et pour vous donner la dimension du vide qui nous constitue, si, imaginons, je veux représenter un atome, prenez le Stade de France. Prenez le Stade de France et vous dites, ça c'est un atome. C'est un de ces milliards d'atomes qui nous constituent la matière. Je prends un petit poids. Je prends le petit poids, je le mets au centre du Stade de France. Je regarde le Stade de France. Le petit poids, c'est la matière effective qui va constituer l'atome. Tout le reste, ce sont des particules élémentaires qui gravitent, et même la notion gravité n'est même pas bonne, puisque les particules élémentaires qui existent autour de ce noyau
elles peuvent être à un endroit ou à un autre endroit à la fois. C'est-à-dire que ce n'est pas comme la physique traditionnelle peut dire, voilà, c'est comme ça et pas autrement. On peut construire tout un modèle d'explication du monde parce qu'on a les bases. Eh bien non. La physique quantique démontre qu'une particule élémentaire peut être là et là ou là en même temps. Et pour définir son existence, on ne peut le faire que par probabilité. Ce n'est pas oui ou non, c'est probablement, et donc on établit des équations qui vont dire « Ah, elle est peut-être ici ou peut-être là ». Encore plus incroyable, et pourtant vrai, comme elle peut être ici ou elle peut être là. On a fait l'expérience de prendre des particules élémentaires et de les faire passer à travers une plaque. Et on s'est dit, on va essayer de mesurer quand même dans leur voyage, on les projette sur cette plaque pour voir si elles vont toutes rebondir sur la plaque. Incroyable, elle peut être en même temps devant la plaque ou derrière la plaque. C'est-à-dire qu'elles existent à des endroits, pas dans la logique d'un déplacement traditionnel, mais elles peuvent être ou devant ou derrière la plaque en temps réel. Ça paraît fou, mais en quoi ça peut intéresser le cerveau? Je vais vous diffuser une séquence qui montre que chez les animaux, ou peut-être chez nous, il y a des phénomènes qui vont aborder le quantique. Avant de diffuser, je vais vous parler de l'intrication. Qu'est-ce que l'intrication? Eh bien, on s'est rendu compte que certaines... Là, tenez-vous bien, je vous demande de bien retenir parce que c'est, de mon point de vue, la porte qui va bouleverser toute notre vision du monde, toute notre pratique même en communication. On s'est rendu compte que certaines particules élémentaires, quand elles se retrouvaient dans des conditions où elles étaient suffisamment proches, elles entraient en intrication. Ce qui veut dire intrication, c'est que si cette particule élémentaire, j'agis, je les déplace, elles sont en intrication, je les déplace. Je vais agir, j'en prends une, et à l'échelle atomique, je vais à des milliards de kilomètres, et je mets la deuxième qui est en intrication. Ce que l'on peut vérifier, et on le fait maintenant en laboratoire, si je bouge une des deux particules qui est intriquée avec l'autre, eh bien l'autre va bouger en temps réel. C'est-à-dire que ce n'est pas un signal qui part d'une cellule et qui dit à l'autre « Hey, on va bouger ensemble ». Il existe un lien entre la matière dont nous commençons à découvrir l'existence. C'est-à-dire que si je bouge cette particule, l'autre, par un lien étonnamment existant, bouge exactement en même temps. Qu'est-ce que la murmuration? C'est qu'on s'est rendu compte que chez les animaux, il y a des comportements qui ne sont pas explicables par la logique. Là, je vais vous diffuser une séquence qui a été prise chez des étourneaux. Les étourneaux, c'est une variété d'oiseaux qui, dans leur déplacement, ont un comportement que l'on ne peut pas expliquer avec un chef d'escadrille qui va dire « Hey, oh, c'est moi qui commande et vous allez faire telle ou telle figure ». C'est impensable. On va diffuser les figures. Dans l'univers, il y a des liens existants dans la matière dont nous commençons à percevoir l'existence.
Et donc l'hypothèse émise dans certains laboratoires, surtout aux États-Unis, on travaille aussi avec Israël, les Chinois sont très au fait sur ces questions. Existe-t-il dans le cerveau des parties de neurotransmetteurs qui seraient en intrication? Et c'est qui pourrait donner une explication de cette cohérence, de ce lien en temps réel existant dans chez certains animaux. Et je vais vous montrer, parce qu'on peut le voir chez les oiseaux, mais dans d'autres espèces, là, ce sont des chenilles processionnaires que nous avons filmées récemment, ce printemps, parce que du coup, au labo, on est à l'affût de toute manifestation d'intrication qui pourrait se manifester au sens large. Donc là, ce sont des chenilles processionnaires. Dernière séquence, c'est récemment au Mexique, une variété de fourmis. Vous allez voir, elles ont l'abdomen qui semble être relié. Donc ça, c'est sur territoire nahuac, près de Guadalajara. Pour terminer l'intrication, c'est quand même très important. Si ça existe chez certains animaux, on a travaillé sur la baleine. Là, je n'ai pas le temps, je vous aurais diffusé quelques séquences. Les baleines à bosse ont des comportements absolument incroyables et on ne peut pas l'expliquer de manière rationnelle, comme on ne peut pas expliquer le comportement de la matière à l'infiniment petit. Donc, la question, existe-t-il chez le sapiens des localisations du cerveau qui seraient connectées? Et ça donnerait des explications. Il vous est très certainement arrivé, le téléphone sonne, une personne qui peut être à l'autre bout du monde, auquel vous pensiez, ting, hop, c'est toi. Il y a des animaux domestiques qui vont percevoir la présence de leur maître, même si ce n'est pas à la même heure, si c'est pas, il va y avoir comme une connexion. Donc l'hypothèse qu'il puisse y avoir dans notre cerveau des localisations qui fonctionneraient sous le mode quantique et d'intrication est tout à fait envisageable. Alors les films de création multimédia de demain, déjà l'accélération de la perception de l'espace et du temps. Moi, j'ai des étudiants qui voient maintenant des drops qui sont 1/24e de seconde. Depuis qu'ils ont modélisé leur cerveau avec très jeune sur la perception des images, ils ont une performance incroyable. Et j'ai des drops que je ne vois pas. Tac, ils me disent, ils le perçoivent. Donc là, on voit déjà que les signaux de demain, les films de demain, il n'est pas impossible que on n'a pas le temps là, mais on a monté des publicités imaginaires en 2050 et c'est une succession d'images qui n'aura pas de sens pour nous, mais qui sera peut-être l'outil qu'utiliseront les futurs réalisateurs pour demain. L'ellipse, c'est déterminant. L'ellipse, c'est ce qui donne la modernité d'un film. Qu'est-ce que l'ellipse? C'est de retirer ce qui ne sert à rien. On passe d'une scène à l'autre et c'est le spectateur qui envisage, qui réinvente la partie manquante. Et plus le film se modernise, plus l'ellipse est conséquente. Il est fort probable que le système narratif se structurera avec des ellipses immenses. Je pense que si je prends une machine à voyager dans le temps, je prends une personne du 19e siècle, je lui montre un film contemporain, il ne va absolument rien comprendre parce que sa capacité elliptique, il ne l'aura pas développée. D'ailleurs, je cite souvent la bande dessinée. Pourquoi la bande dessinée est née au XXe siècle alors qu'elle aurait très bien pu, depuis les grottes de Lascaux, se développer? Pourquoi? C'est simplement parce que la structure cognitive de nos ancêtres ne gérait pas l'ellipse. Qu'est-ce que l'ellipse dans une bande dessinée? On passe d'une case à l'autre. Ça nous paraît extrêmement simple puisque nous avons été modélisés depuis notre petite enfance à maîtriser cette ellipse. Eh bien, moi, ça m'a marqué. Mon grand-père
il ne savait pas lire une bande dessinée. Il n'était pas bête, il était agriculteur, il avait une superbe maîtrise de la vie, de l'organisation, mais une bande dessinée, il ne comprenait pas comment, d'une case à l'autre. Ce n'était pas une déficience de sa part, c'est simplement parce qu'il n'avait pas structuré son rapport à l'information, il n'avait pas appris à gérer l'ellipse. Et les nouvelles générations qui, elles, utilisent des outils de plus en plus divers, vont gérer l'information avec des ellipses. Et je reviens à une machine à voyager dans le temps, je vous emmène au cinéma en 2050 ou 2060, on ne comprendra rien. Ça, c'est le hors-champ, pareil. Alors là, pour finir, au laboratoire, on s'interroge sur des documentaires pour nourrissons. Ah, ça fait peur. Comment les nourrissons, on peut Mais sachez qu'un nourrisson s'ennuie prodigieusement. Un nourrisson, c'est une boule qui aspire de l'information. Il est conçu pour structurer. D'ailleurs, il faut savoir que si un nourrisson, c'est une des spécificités du sapiens, si on ne donne pas d'information à un nourrisson, il meurt. C'est une des rares espèces qui ne peut pas se passer d'informations. D'ailleurs, il y a des tristes exemples dans l'histoire où une personne a voulu savoir quelle était la langue du nourrisson. Donc, il a bâillonné les personnes qui le nourrissaient et tous les nourrissons sont morts. Donc, nous sommes vraiment de la matérialisation d'informations. Beaucoup de nourrissons au XXIe siècle sont dans des ghettos épouvantables parce que leur entourage, c'est maman, papa, qui souvent, maman, papa, au-delà de leurs désirs, ont très peu de temps parce que la vie, c'est pas si simple. Et beaucoup de bébés, quand ils manifestent leur colère, c'est par souffrance d'atrophisme parce que leur capacité cognitive peut s'atrophier. D'ailleurs, au Brésil, j'ai eu la chance de rencontrer ou de travailler sur des ethnies où des bébés très jeunes sont ouverts à un rapport au monde extérieur. Il y a dans l'équilibre psychique et l'épanouissement de ces enfants un plus que n'ont pas nos sociétés. D'ailleurs, je vais très vite, mais cette parenthèse, je trouve encore horrifiant que l'on accepte de construire des villes, des sociétés où un enfant, parce que quel est le sens de la vie si ce n'est pas au moins se pencher sur nos enfants, essayer de lui donner une vie la plus douce possible, et nos grands-parents, des sociétés où ça passe, de toute façon, ça ne nous choque même plus. Si on lâche la main d'un enfant de 3 ans, il a une espérance de survie, 10 minutes, s'il a beaucoup de chance. Pourquoi ? Parce que toute notre société est faite de gros engins de ferraille qui passent, qui polluent, qui nous rendent malades, et ça nous choque même plus. Cette adaptation de la folie fait partie du sapiens. Donc, pourquoi documentaire pour nourrissons ? Parce que le nourrisson a besoin d'informations. Très souvent, il est en manque. D'ailleurs, quand je me promène, et je dis souvent à mes étudiants, faites-le, quand vous croisez un nourrisson, n'hésitez pas à lui faire un coucou. Et tant pis, les parents peuvent se demander, mais vous allez voir à quel point ça va être une bouffée d'oxygène pour lui, parce qu'il vit. Je donne souvent cette image mentale, c'est qu'une période de la vie, on emmaillotait les nourrissons. C'est-à-dire qu'on pensait qu'ils avaient simplement besoin de nourriture et point le reste. Et certains ont dû vivre après, on a dû avoir des incidences cognitives épouvantables, puisque je parlais de kinesthésie, ils ne pouvaient même plus se développer. Et bien là, encore, nous vivons dans un emmaillotage où nos nourrissons sont très, très, très peu... on leur offre très peu d'événements pour épanouir ce dont ils ont le plus besoin, c'est le développement cognitif. Après l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, ça va aller très très vite, puisqu'on peut le voir. Je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir autour de vous des très jeunes enfants, mais la capacité d'adaptation incroyable que le cortex semble manifester auprès de ces nouveaux outils illustre que cette explosion, cette mutation, c'est pas dans 20 ans, je pense que déjà dans 10 ans, la société aura profondément changé. Je termine par une note d'espoir. Comme il n'y a rien d'inné chez l'humain, rien n'est figé,
si nous avons l'intelligence de comprendre que c'est simplement une qualité d'information que l'on doit donner à nos descendants, à nos bébés, à nos nourrissons, en une génération, l'intelligence humaine peut gagner des millénaires. Et ce n'est pas la lourdeur que la transmission génétique impose en disant « Ah, petite évolution, il faut… » Non, ça peut se faire en une génération. Et c'est ce qui me remplit d'espoir. Et pour finir, ce type de manifestation comme ici, ces gens qui réfléchissent sur le contenu, ce n'est pas simplement pour faire mumuse. C'est un rôle très, très, très important parce que c'est par vos travaux que la conscience collective et l'intelligence collective prendra corps. Je vous remercie.